À distance, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? C'est déjà c'est sur quoi du coup? Alors, il a fait un truc spécial qui s'appelait Keynote Frédéric. Alors c'est pas là. Qui notre Frédéric? Ouais. C'est Non, non, ça c'est la vidéo. c'est ça? Ouais, si on peut l'ouvrir avec non, D'accord, avec PowerPoint. bien sûr. Merci. Très bien. Ah oui, il peut vous l'amener un peu. Non, je n'ai pas besoin en fait, parce qu'elle est là, mais c'est juste pour nous. Non mais je vais vous le donner tout de suite, ça sera fait comme ça. Ça c'est bon. Et on le met en mode Plein écran, ça présentateur. c'est pas de souci. Voilà. Et puis là je vais. Par contre, moi je vais partager. Par contre, avec les partages là c'est un peu plus compliqué. Parce que je sais pas si je peux partager. Partage. Bien celui-là. Partager. L'écran rouge, je vais les partager et donc ça c'est bon. Ok. À distance, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je l'entends bien. Merci beaucoup. Cyril, pour le défi, on vous donne les présentations tout de suite ou après Je crois qu'il n'y a pas de pause entre les deux. Non, non, tu peux me donner tout de suite si tu veux. Si t'as tout sur clé, ouais. J'ai pas de clé, je vois qu'il y en a qui prennent. Je vais dessus. Ouais, celle-là, elle est faite pour ça. Au moment. Ah non, non, celle-là, c'est ça. Non, attends, excuse-moi. Ça, c'est ça. Non, c'est celle-là qui est ça. Ça doit être ça. Et ça, c'est. Vous avez besoin de la télécommande ou pas? Je vous la branche sinon. Hein. Il y a un problème? Non, je regardais si ça c'était branché. Oui, c'est branché. A priori, non, ça doit être bon si je fais ça. Si je l'allume quelque part. C'est Ben. Ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Nicolas, Si je peux l'enlever, ça sera plus simple. tu nous diras pour les, si vous avez fait Sur les vous avez flèches fait là, la comparaison sur les entre flèches là. questions, Oui. Sinon, il y a la souris, effectivement. Suspense. Ah oui. Le mieux, c'est ça. Hein. Les flèches, ouais, ok. Vous pouvez C'est normal qu'on voit pas là? non, c'est pas normal, on va allumer. Normal. Ça va? Oui, ça moi, excusez-moi. Dire allumer? Ça va là? Impeccable. C'est impeccable. Merci beaucoup. Il est quelle heure là? Elle là? Il est quelle heure?
Ok, je vais pas tarder, je vais y aller. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette session d'après-midi et d'introduire rapidement Frédéric Segon, qui est en mission actuellement à l'INRIA, qui est même à l'INRIA, autour des projets de défense. Et donc, vous en parlerez un peu plus. Frédéric Segon a un parcours assez atypique pour notre milieu. C'est un peu un outlier pour hier Alexandre Termier. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé ou pas, mais elle a un parcours mixte entre académique et recherche, assez long maintenant, avec une expérience riche, tant dans l'industrie que dans l'académie, avec l'INRIA et l'INALCO, entre autres. Et donc, elle va nous présenter maintenant ses travaux autour de l'influence, la radicalisation et les activités dangereuses liées à Internet, avec des approches d'intelligence artificielle. J'ai oublié de dire... Frédéric Segon a quand même l'avantage d'avoir vécu toute l'évolution des TAL, donc des traitements automatiques des langues, en partant des modèles de grammaire à des modèles plus orientés apprentissage actuellement. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je suis un peu un dinosaure. Donc, c'est pas ce que je voulais dire. Très honnêtement, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'elle a vécu toute la richesse de l'évolution des TAL dans l'industrie. Je me moque méchamment. Mais vous avez raison. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ça donne une large vue d'être un dinosaure. Voilà. Du coup, écoutez, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voulais remercier... Ah bon, non, mais ça va. Ça me tient chaud. Je voulais dire un grand merci, particulièrement à Siem de m'avoir invité, mais aussi à tout le comité d'organisation de GC, à Arnaud, Brigitte, Amélie, Béatrice et puis tout le monde. Donc je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Alors comme tout le monde, je suis très contente d'être en présentiel, de voir des vrais gens. Mais comme je disais justement à Alexandre hier soir, il y a une chose aussi que je ne sais pas si ça vous le fait, mais la chose agréable, c'est que enfin je parle sans me voir. Et ça, c'est vraiment se voir toute la journée dans les visios. Je trouve que c'est juste insupportable. Et en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Voilà. Donc aujourd'hui, comme il a été dit, je vais vous présenter des travaux. En fait, c'est plus une réflexion sur, et c'est le thème de GC, ce que peut faire la recherche en intelligence artificielle et plus particulièrement en extraction des connaissances et en gestion des connaissances pour adresser certains problèmes de société comme la radicalisation, les phénomènes d'influence, les discours agressifs sur les réseaux sociaux. Et alors, je commencerai par poser un certain nombre de problèmes par rapport à démocratie, transparence, réseaux sociaux. Après, je présenterai 3 projets. Alors, il y en a d'autres, c'est juste que ces projets, je vais les présenter parce que soit j'ai été vraiment impliquée dedans, soit INRIA est impliquée dans ces projets. Et puis après, je terminerai rapidement en disant ce que fait effectivement INRIA aujourd'hui par rapport à ces problématiques-là. Voilà, et ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, c'est bon. Merci. Donc, alors on vous a dit que j'ai déjà expliqué que ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Alors effectivement, je viens du domaine du TAL. Mais ce qui a été dit aussi, je crois que ce qui est particulier, je vous dis ça, c'est pas pour parler de moi, c'est toujours très intéressant comme sujet, mais l'idée, c'est plutôt de vous donner un petit peu plus de contexte pour que vous compreniez un petit peu le point de vue que je peux avoir dans cette présentation. Donc effectivement, j'étais toujours entre deux mondes. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai les 2 pieds dans un seul monde, à savoir le public, parce que sinon j'ai toujours été à la fois dans le privé et en ayant une carrière dans le public, et notamment en particulier à l'INALCO où je suis toujours. Voilà, donc je travaillais beaucoup pour des sociétés américaines, IBM, Xerox, et puis après j'ai été dans des compagnies françaises
comme Viséo et Bertin. Donc, où Viséo, j'ai construit un centre de recherche autour de, de l'analyse des données. D'ailleurs, il y a MVISA qui soutient cette conférence, et a fait partie de cette aventure. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis chez INRIA où je suis chargée de la mission sécurité-défense dont je vous dirai quelques mots. Donc où l'idée, c'est de construire un département qui va pouvoir faire en sorte de fédérer les activités qui peuvent servir à ces domaines-là. Alors, je voulais juste commencer par juste poser une question, quoi. C'est qu'aujourd'hui, la recherche, elle est essentiellement évaluée sur les publications, donc la reconnaissance par les pairs, les publications. Donc, on travaille toutes et tous à améliorer notre H-index, donc qui va nous citer, etc. Vous connaissez ça très bien. Il y a d'autres critères qui sont pris en compte, comme le développement de software. Il y a aussi des critères comme, alors un peu moins, mais quand même, les brevets. Mais je me disais que, alors bon, ça c'est dans tous les comités de recrutement, hein, vous le savez mieux que moi. Après, je me disais que c'est peut-être intéressant aussi, ça serait peut-être intéressant de mettre un peu plus d'emphase sur les recherches qui sont utiles à la société. Alors vous allez me dire, toutes les recherches sont utiles à la société. Maintenant, c'est mettre un peu d'emphase sur les gens qui ont fait des projets et vraiment qui sont implémentés et qui servent des enjeux sociétaux. Parce que si on fait ça et si on veut vraiment implémenter des choses qui tournent sur un certain type de problème et tout, et des fois, ça veut dire qu'il faut renoncer à faire des publications parce qu'on va être obligé d'utiliser des méthodes qui ne sont pas forcément celles qui sont les plus publiées à un moment donné et tout. Mais je pense que quand même, ça fait partie aussi du rôle des chercheurs de regarder ces issues de société, mais non seulement de les regarder, mais d'essayer de faire quelque chose qui tourne. Voilà, donc maintenant que j'ai posé cette idée, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il y a comme issue de société ? Alors, il y a bien sûr tout ce qui est médecine, il y a tout ce qui est énergie. Donc là, toutes et tous, on a travaillé sur ces problématiques-là. Après, alors, il y a pas mal de gens qui y travaillent. Il y a aussi tout ce qui touche à la démocratie et donc au danger Est-ce que nos démocraties sont en danger ? Pourquoi ? Et tout. Et donc, pour commencer à parler de ça, je voudrais dire 2 mots sur les notions de démocratie et de transparence. Parce que, comme vous le savez, en ce moment, c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est une longue tradition, hein, on trouve ça dans la Grèce antique. Alors après, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais j'ai quand même un peu lu pour avoir l'air un peu moins bête. Donc apparemment, c'est très fort depuis assez longtemps dans les pays plus au nord, et en particulier les pays protestants, sans doute parce que le protestantisme met en avant de ne rien avoir à se reprocher dans sa vie, et que donc si on n'a rien à se reprocher, on peut être complètement transparent. Alors après, il y a toujours eu quand même de l'ambiguïté avec cette tradition de transparence, parce que on ne peut pas être transparent partout. Alors là, je parle vraiment au niveau des États et des gouvernements. Donc typiquement, la diplomatie, transparence en diplomatie, c'est quelque chose de compliqué. Et puis aussi, si vous êtes transparent, il faut aussi arriver à préserver des membres du gouvernement. Alors, vous le savez, on le sait tous, hein, mais Internet a un petit peu changé l'échelle de la transparence, et du coup, par là, a un petit peu changé le jeu. Donc maintenant, c'est vrai que ça devient une position politique. Alors pour ça, on peut citer le mouvement des Cinque Stelle en Italie, où vraiment c'est revendiqué. Il faut donner l'information à un très grand nombre de gens, et ça passe par les plateformes numériques. Si vous regardez leur programme, vraiment l'éducation aux plateformes numériques, à Internet, ça fait partie des priorités. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer sur tout, sans censure. C'est vraiment très très fort dans le mouvement des Cinque Stelle. Et après, vous avez Wikileaks.
qui va publier des informations même qui ont été classifiées. Et alors, à partir du moment où c'est sur Internet, effectivement, c'est visible par tout le monde. Wikileaks a aussi cette volonté encore plus forte, parce que les Cinque Stelle, c'est pas pour l'Italie, hein, mais de diffuser ça dans le monde entier, quoi, avec toutes les conséquences qu'on connaît et les choses qui sont attachées à ça. Voilà, donc après, au niveau des démocraties et des gouvernements, on voit que, si on prend l'exemple de la France, hein, ça sera plus simple, on voit qu'il y a eu cette volonté d'utiliser Internet effectivement comme un moyen de partager davantage d'informations administratives. Donc il y a eu des choses comme Etalab, il y a eu data.gov, il y a eu plein de choses comme ça. Et puis petit à petit, de plus en plus large, donc on va diffuser les débats à l'Assemblée. Il va y avoir, on va demander à nous tous et toutes quelles sont nos opinions, qu'est-ce qu'on propose comme idée pour un programme politique. Je crois, si je me trompe pas, il me semble que une des premières à avoir fait ça, c'était Ségolène Royal, mais au bout du compte, elle en a pas fait grand-chose parce que il y avait tellement d'opinions contradictoires surtout que elle n'a pas vraiment pu utiliser les choses, ou elle n'a pas voulu, j'en sais rien, mais voilà. Du coup, ça m'amène à poser la question de ok, tout ça s'est rendu possible par rapport à Internet. Internet, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Donc, en gros, est-ce que c'est quoi la place des réseaux sociaux là-dedans? Est-ce que ça soutient l'idée de transparence? Est-ce que ça soutient l'idée de démocratie? Alors, comme je vous disais, moi, c'est pas ma spécialité. Je me pose des questions comme tout le monde, je pense. Du coup, là, j'ai lu des choses de Tristan Mendès France, qui est à l'université de Sorbonne, et donc qui dit effectivement que les réseaux sociaux, c'est un endroit où les gens peuvent organiser des actions, mais c'est pas un endroit où il y a des débats vraiment constructifs et qui vont faire avancer la culture politique des gens. Et donc, à terme, on peut espérer la démocratie, la façon de vivre la vie politique, et du coup aussi augmenter le nombre de gens qui votent. Apparemment, c'est même, ça n'a aucun impact, c'est même pire. Alors, est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux ou pas? Mais en tout cas, ça aide pas. Et aussi, quelque chose qu'on connaît, en fait, les gens sur les réseaux sociaux, et peut-être même nous tous, hein, on regarde les gens on s'inscrit dans des communautés qui pensent la même chose que nous. Voilà. Donc, voilà. Alors, après, on voit bien on comprend qu'en gros, l'idée, c'est que Internet, c'est juste une chambre d'écho. Donc, c'est un véhicule pour accélérer la diffusion de l'information, comme avant. Je sais pas, il y avait des affiches, voilà. Mais là, ça permet de toucher un plus grand nombre. Donc, c'est un aspect par rapport à la politique marketing, hein. Et typiquement, Éric Zemmour est très doué là-dedans. Il l'utilise comme ça et il touche beaucoup plus de gens que ça n'aurait été le cas aussi avant Internet, quoi. Ok, donc on se dit réseaux sociaux, transparence, démocratie. Ouais, c'est pas, enfin en tout cas, la chose importante, c'est que l'information est diffusée de façon plus large. N'importe qui peut tout dire et même les théories les plus folles, elles vont prendre de l'ampleur puisque c'est une chambre d'écho à tout ça. Alors, moi je dirais, ok, moi je dis, mais ça a quand même un impact sur les démocraties, mais pourquoi ? En fait, c'est ok, n'importe quelle communauté, les plus farfelus peuvent exprimer leurs avis sur les réseaux sociaux, et puis ça va toucher plein de gens. Pourquoi pas ? Je veux dire, il y a de plus en plus, il y a des communautés des gens qui pensent que la Terre est plate. Ok, il y en a, du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, oui, maintenant on trouve à l'université des étudiants qui vont dire à leurs profs que la Terre est plate, c'est compliqué, ça fait perdre du temps, voilà, on est un petit peu tous hallucinés par ça, mais bon, ok, tant qu'ils font pas de mal à personne, pourquoi pas ? Après tout, ils ont bien le droit
de s'exprimer. Et même, parce qu'il y a toujours eu des gens comme ça. C'est pas quelque chose de nouveau, sauf que effectivement c'était plus circonscrit et ça touchait moins de gens puisqu'ils avaient moins de moyens de faire circuler leurs idées. Par contre, ça va plus à partir du moment où ça amène à des actions violentes et illégales. Bon, on citera par exemple l'attaque du Capitole, Samuel Paty, et plus généralement dans le quotidien de tout un chacun, tout ce qui est appelé le cyberbullying, donc tout ce qui est le harcèlement en ligne, soit à des politiques, mais aussi à tout un chacun, quoi, des jeunes sur Internet, et je reviendrai là-dessus. Du coup, en fait, l'impact, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Avant, comme je le disais, c'est pas nouveau, mais comme il y avait moins de chambres de résonance, c'était plus facile pour un gouvernement de circonscrire les choses, de la propagation des idées qui étaient tordues, c'était un peu plus facile à contrôler. Alors maintenant, c'est plus difficile à contrôler et du coup, c'est plus difficile aussi que ça à contrôler le fait que ça ne débouche pas sur des actions violentes ou illégales. Et donc, en quoi ça affecte les démocraties ? Ça met les démocraties en danger parce que on voit sans arrêt que les gouvernements passent énormément de temps à essayer de dire ok, ça c'est vrai, ça c'est faux, à essayer de s'excuser ou de s'expliquer sur des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et donc, pendant ce temps-là, ils ne parlent pas d'autre chose, quoi. Voilà, donc c'est en ce sens-là, les réseaux sociaux, c'est des attaques aux démocraties, et puis ça remet en question la notion de transparence, parce que si tout le monde est là à dire n'importe quoi, et qu'après, ça peut conduire à des actions violentes, ok, on peut tous s'exprimer, mais peut-être qu'on le fera moins. Et puis, ça fait perdre énormément de temps et d'énergie à réexpliquer des choses, à se justifier dans des cas où, en fait, ça ne devrait pas être le cas, quoi. Voilà, donc ça, c'était une introduction. Alors, voilà, je voulais dire, c'est pas du tout une conférence scientifique. Je voulais juste, dans ce talk, essayer de présenter certains projets qui peuvent répondre, qui sont une façon de répondre à ces questions d'attaque sur des démocraties, de transparence à travers des mouvements qui sont violents, comme l'influence qui peut conduire à de la radicalisation ou tout ce qui est harcèlement. Et puis pour ça, je vais vous donner quelques exemples de projets sur lesquels j'ai travaillé ou dans lesquels INRIA est impliqué et où on utilise de l'intelligence artificielle. Alors, il y a autre chose que je voudrais dire avant de rentrer dans le vif de ces projets, c'est qu'est-ce que peut faire la recherche par rapport à tout ça. Bon, alors c'est des phénomènes super compliqués, c'est des phénomènes où il y a énormément de facteurs et on ne va pas pouvoir tout faire. En tout cas dans les projets dans lesquels j'ai été impliquée, ce que je vois, c'est que la petite chose qu'on peut faire, c'est d'essayer d'anticiper pour arriver à mieux prévenir, quoi. Donc, pour anticiper, on va analyser, on va essayer de comprendre, ok, pourquoi une partie de la société va se radicaliser, pour faire en sorte d'intervenir avant. Intervenir avant, ça va vouloir dire, par exemple, produire des contre-discours qui vont aider justement à minimiser les discours extrêmes. Ça peut vouloir dire de repérer des communautés à risque et puis faire en sorte de les protéger, ou aller vers elles et leur proposer d'autres discours, d'autres types d'actions. Ça peut être aussi donner à des jeunes la possibilité de répondre et de se protéger par rapport à des gens qui soit les harcèlent, soit essayent de les recruter sur les réseaux, des choses comme ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'une approche pluridisciplinaire. Et en fait, je dois dire que moi, je suis arrivée sur ces questions-là avec des projets sur justement la détection de la radicalisation, le premier projet dont je vais parler. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de travailler ensemble avec des gens
des sociologues, avec des opérationnels, donc des opérationnels des services de renseignement, et puis des gens de la société civile. Alors par là, je veux dire des associations qui travaillent quotidiennement avec des jeunes en voie de radicalisation, tout ça. C'est super difficile de faire travailler tous ces gens-là ensemble, chacun ayant ses méthodologies, sa façon de voir les choses et tout. Mais je crois vraiment que c'est comme ça qu'on peut arriver à quelque chose. Donc, c'est pas juste dire, parce que c'est vrai on nous pousse beaucoup et c'est très bien. On dit, OK, il faut que tout ce qui est le monde de l'intelligence artificielle travaille avec les SHS et tout. Souvent, on dit, OK, on fait des outils qui aident les SHS et tout. Là, c'est vraiment un travail intégré, commun, qui n'est pas simple, mais qui, sur ces problématiques, me semble primordial. Alors, le premier projet dont je vais vous parler, c'est un projet européen que j'avais écrit, donc c'était vraiment au moment des attentats, parce que le temps que les projets soient acceptés, ça prend toujours du temps, du Bataclan, voilà. Et l'idée de ce projet, donc je l'ai déjà un petit peu présenté, c'était de construire des contre-discours pour arriver à faire en sorte de stopper le plus possible le recrutement des jeunes combattants étrangers pour partir en Syrie. Voilà. Donc c'était vraiment ça. C'était arriver à comprendre et vous allez voir dans les exemples qui suivent, arriver à comprendre sur quoi s'appuient les recruteurs. Donc ça va être sur quel concept, ça va être qu'est-ce que la rhétorique. C'est vraiment une analyse du discours pour arriver, une fois qu'on a compris ça, peut-être à utiliser les mêmes choses, mais dans un sens complètement différent, pour faire en sorte de faire un discours de contre-propagande qui fonctionne. Parce que, alors je sais plus, j'ai plus trop regardé ces aspects-là, mais c'est compliqué de faire un discours de contre-propagande qui fonctionne. Et tous ceux qui ont été faits, il y a eu des tas de campagnes et tout, et ça marche pas forcément bien, quoi. Voilà, et donc dans ce projet, il y avait, comme je l'ai dit sur la diapo précédente, il y avait donc des gens techniques comme nous, il y avait des services de renseignement, il y avait des associations qui travaillent directement avec des jeunes, et il y avait des sociologues. Donc la première chose qu'on a fait dans ce projet, ça a été de se dire, donc là ça a été plus le travail de sociologues, et aussi des sociologues avec les gens des associations, donc les travailleurs sociaux, pour arriver à déterminer quels étaient les drivers, vous comprenez comment on dit, les raisons qui poussaient les jeunes à partir en Syrie, donc à se radicaliser. Alors, comment ce travail a été fait ? Ça a été fait sur des études, des recherches, plus dans la littérature, pour essayer de dégager ces drivers, mais aussi ça a été fait, et c'est là où il y a eu un travail en commun avec les gens de la société civile, ça a été fait avec des gens qui travaillent dans ces associations et qui avaient organisé avec les jeunes des focus group. Et donc dans ce cas-là, ce qui a été fait par les sociologues et par les gens des associations, c'était leur présenter différentes campagnes de contre-propagande et essayer de leur dire est-ce que ça marche, c'est quoi, à quoi vous êtes sensible et tout. Ça a été fait dans 2 pays, en France et en Italie. Alors, du coup, évidemment, parce que les phénomènes de radicalisation ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre en fonction de l'histoire, ça c'est clair. On n'a pas tout à fait eu la même chose, mais ils ont dégagé ces 6 drivers qui étaient la notion d'identité, la notion de discrimination, le rôle des médias et les stéréotypes, des positions religieuses. Là, c'était focalisé sur plus les départs en Syrie. Et puis, ce qui était plus propre à la France, c'était vraiment, par rapport à la 2e génération d'émigrés, des positions assez fortes contre le gouvernement français et des réactions par rapport à des idées de patriotisme, quoi. Donc, c'était vraiment une question politique. Ok, mais bon, c'est très bien. Là, on a trouvé, c'est très sociologique, mais là, pour l'instant, nous, en IA, on n'a rien fait du tout. Et ces drivers, ils sont très, très généraux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver petit à petit à voir comment tout ça s'exprime linguistiquement dans des messages sur Internet, donc dans du texte. On s'est focalisé sur le texte.
Et donc, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a essayé d'associer ces drivers avec des indicateurs qui vont essayer de les préciser un petit peu, mais vous verrez qu'il va falloir aller un petit peu plus loin. Alors, les indicateurs, ça a été cela. Alors, qui a travaillé sur la construction de ces indicateurs? Bon, bien sûr, ça c'est pas. Enfin, nous, on n'a rien fait là-dedans, hein. C'était des gens, donc les trois, là, les sociologues, ont travaillé avec les services de renseignement et ont travaillé avec la société civile pour arriver à faire des indicateurs. Donc, qu'est-ce qui va montrer dans un message que il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se radicaliser. Donc là, vous pouvez les lire, ceux qui nous ont été proposés. Alors, après, il faut bien voir, hein, ces indicateurs, c'était aussi avec cette idée que la problématique ici, c'était le départ de jeunes combattants étrangers en Syrie. Donc, ce serait d'autres indicateurs pour d'autres types de radicalisation. Voilà. Mais, du coup, OK, c'est très bien, mais ces indicateurs, vous voyez, c'est quand même assez général. Donc, on va une étape après, et puis on se dit maintenant, pour arriver à les détecter, ces indicateurs, dans des messages, il va falloir que, je sais pas, je passe à un peu des concepts un peu plus précis, puis après, j'en arriverai à des mots. Donc, toujours les mêmes personnes, ils ont choisi un ensemble de concepts qui sont importants pour eux, qui seraient révélateurs de ces indicateurs. Donc là, je vous laisse lire l'ensemble des mots. Du coup, alors après, vous voyez, ça peut être des lieux, mais des lieux, pas n'importe quel lieu. Donc à l'époque, hein, c'était cela, donc les zones de conflit et les pays à l'Est. Voilà. Et donc, je ne sais pas si j'y reviens après, mais je peux le dire maintenant. L'idée, hein, comment on va relier ces concepts aux mots. Donc, ce qu'on a eu, on avait ces indicateurs, on avait cette liste de concepts, on avait quelques mots associés à chacun de ces concepts, et puis après, nous, on a étendu la liste de ces mots, donc en utilisant des sources comme WordNet, et puis après, on les a étendus encore plus avec des méthodes de type Word2Vec. Voilà, donc on a une chaîne de traitement que je montre ici. Mais je vais peut-être passer un petit peu vite parce que je reviens là-dessus. Donc, on va avoir en entrée les réseaux sociaux. Après, on va faire de l'analyse sémantique et puis on va faire de l'enrichissement des données. Et puis après, à partir de là, on va faire de la classification des messages. Donc, en gros, pour ce qui est analyse sémantique, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un certain nombre d'étapes de pré-processing. Donc, enlever les messages qui n'avaient rien à voir, parce que c'est pas parce qu'on parle de la Syrie que on est forcément on est pour partir en Syrie, pour aller se battre pour le djihad, hein. Donc, on avait language guesser, on avait donc des choses assez classiques, le repérage d'entités nommées. Et après, on a fait cette détection de concepts. Et puis après, ces concepts, on les a associés à des indicateurs. Et après, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque indicateur, on a essayé de voir si on avait des événements plus précis qui étaient associés à ces indicateurs-là. Donc, je vais passer donc pour la détection de concepts. Donc, je vous avais dit qu'on avait un ensemble de mots qui étaient associés. Du coup, l'idée, effectivement, c'est à partir de ces termes, et on a enrichi l'ensemble de ces termes, on les a classifiés selon les catégories qui étaient données sur les concepts associés aux indicateurs. Voilà. Donc, ça, c'est la même chose. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a des messages. Dans ces messages, on a repéré un certain nombre de termes qui sont associés à des concepts. Et ça, maintenant, il faut les associer aux indicateurs dont je parlais tout à l'heure et que vous trouvez, les 9 indicateurs que vous trouvez ici sur la droite. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a fait des règles et on s'est dit, alors, on sait qui, hein, c'est encore les gens les sociologues et les gens des services de renseignement. Là, la société civile a participé, mais un petit peu moins. Et puis ils nous ont dit, je sais pas moi, par exemple, l'indicateur 8, alors je vais vous donner l'exemple, il vient juste après. Voilà, donc on a fait des règles en disant tel indicateur, il y a tel indicateur par exemple ici, d'une raison de conversion à l'islam, on va chercher, c'est l'indicateur que ce message
et peut-être une récente conversion à l'islam, c'est de dire ce message, il va parler de la charia et il va parler de conversion ou de Great Islam. Voilà. Et donc, comme ça, avec des règles, hein, là, il n'y a pas de plongement, de rien du tout. C'était vraiment des règles pour arriver à associer des messages à des indicateurs. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'associer ces indicateurs à des drivers. Après, on a fait une autre expérience qui était aussi... donc les drivers, vous vous souvenez, hein, c'est patriotisme, identité, etc. Et donc, voilà, par exemple, patriotisme, toujours pareil, les sociologues, les gens du terrain ont dit, le patriotisme, c'est souvent associé à l'indicateur de promotion de discours anti-Occident, anti-israélien, etc. Voilà, ils ont essayé de les associer comme ça. On a essayé aussi, nous, de partir des drivers et puis switcher toute l'étape indicateur, tout ça, pour essayer de voir si on trouvait ces notions dans les messages. Voilà. Et la dernière chose qu'on a faite, c'est ce que je vous disais, c'est après, dans les messages eux-mêmes, essayer de voir s'il y avait un certain type d'événement qui était plus utilisé dans le discours quand c'était un discours, je sais pas moi, anti-Occident, voilà. Et on a regardé 2 types d'événements qui étaient les événements voyage et les événements kill, donc tuer. Et du coup, pour ça, on a fait de l'analyse, j'allais dire, syntaxique et puis un peu sémantique aussi, puisqu'on a extrait, on a fait du rôle thématique, on a extrait donc tous les attributs de kill ici, qui vont être qui a tué, combien de victimes, l'endroit, le temps, etc. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet. Et du coup, après, vous voyez, dans les messages, on va rechercher les concepts. Ces concepts sont associés aux indicateurs. Et puis, de la même façon, vous avez les mots-clés qui sont associés aux indicateurs. Et puis, dans les messages, on va essayer de voir, d'extraire un certain nombre d'événements et d'essayer de voir. Alors, ça sert à quoi d'extraire ces événements? Ça sert vraiment de voir si, tout d'un coup, il n'y a pas une anomalie, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui apparaît, qui pourrait être intéressant pour, encore une fois, raffiner la catégorisation de ces discours. Voilà. Alors, le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est un projet qui s'appelle CRIP, qui est terminé maintenant et qui a été mené chez INRIA, en particulier par l'équipe Wimix à Sophia Antipolis. Et donc là, le but de CRIP, c'est vraiment de détecter le cyberbullying en ligne. Alors là, je vais arrêter de parler 2 minutes, c'est pas très long, mais je vais vous faire Combien de cas de harcèlement en ligne ont été publiés dans les journaux ou diffusés à la télévision? Uniquement les plus marquants, car la plupart des épisodes jugés moins importants restent cachés au grand public. Les victimes de cyberharcèlement ont tendance à se refermer sur elles-mêmes, exacerbant les dangers potentiels et rendant difficile l'identification des premiers signes de violence. L'identification et la connaissance des premiers signes de cyberharcèlement constituent donc la meilleure méthode de défense et de prévention. CRIP est le résultat de travaux de recherche et de simulation approfondis développés par une équipe d'experts destinée à prévenir le phénomène et à aider les personnes impliquées dans le cyberharcèlement. CRIP analyse les contenus textuels circulant sur le web et sur les réseaux sociaux en identifiant les discours potentiellement haineux et en catégorisant automatiquement les contenus écrits de manière à identifier parmi des millions de phrases les problèmes critiques éventuels. CRIP agit également en tant que coach virtuel via une application afin d'aider les personnes victimes de cyberharcèlement en les accompagnant dans la gestion de ces épisodes, facilitant la comparaison et la communication avec leurs amis, parents et adultes. CRIP est proposé comme la solution la plus complète pour l'administration publique et les établissements d'enseignement qui souhaitent lutter contre le phénomène d'intimidation en ligne. Voilà. Donc, vous avez vu, ici, le but est un petit peu différent. Hein. Donc là, c'est toujours prévenir, enfin plutôt soutenir, donc en éduquant, en donnant des outils aux jeunes qui sont victimes de cyberharcèlement pour arriver à s'en défendre. Alors,
comme pour le projet Saffron, c'est très multidisciplinaire. Donc dans ce cas-là, il y avait une université de droit et il y avait aussi des gens spécialistes de la pédagogie et avec les jeunes pour construire justement cette application. Alors après, ce que je trouve intéressant, c'est vous montrer aussi les différentes choses qu'ils ont utilisées dans les messages par rapport à ce qu'on avait fait dans Saffron. Alors, ils ont regardé les émotions, les sentiments, donc il y a tout ce qui est stylométrie aussi, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, eux, ils ont travaillé sur trois langues. Ils ont travaillé sur l'anglais, l'italien et l'allemand. Alors, c'était des corpus qui étaient déjà annotés. Qui n'étaient pas de même taille, mais dans lequel les proportions de discours haineux étaient équivalentes. Du coup, ça marchait bien là-dessus. Et puis alors, donc ils ont fait toute une chaîne de traitement. Donc là, vous retrouvez la même chose. Donc les données, pré-processing, ça en fait un petit peu tout ça, mais je reviendrai là-dessus. Et puis ils ont travaillé avec différentes méthodes de word embedding. Ils ont essayé différents modèles de word embedding et aussi de contextual embedding, voilà, pour arriver à quoi à la fin de la chaîne, c'est vraiment de dire est-ce que ce discours est un discours de haine ou pas. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est ce sur quoi ils se sont basés. Ils ont utilisé, là, vous voyez, dans le pre-processing, ils ont fait, donc il y a hashtag splitting, URL replacement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, comme ils ont travaillé essentiellement sur Twitter, ils ont aussi pris les hashtags, d'accord, pour s'en servir, parce que les hashtags, ça veut dire quelque chose, effectivement. Oui, ils se sont basés sur les hashtags. Ces hashtags, ils les ont découpés en mots aussi, pour arriver à faire en sorte d'utiliser cette information comme une information textuelle sémantique. Ils ont aussi utilisé tout ce qui est emoji. Et ces emojis, ils les ont aussi traduites en texte pour arriver à en extraire le sens et à voir ce que ça pouvait apporter par rapport à le discours de haine. Ils ont utilisé la ponctuation, ils ont utilisé la casse, majuscule, minuscule, et puis ils ont essayé différents modèles de word embedding. Voilà. Donc, alors je donnerai à la fin, ils ont fait plusieurs publications là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé par voir un petit peu les différents modèles qu'ils ont utilisés et les différents résultats qu'ils ont eus sur les différentes langues, je vous invite à vous reporter à ces articles. Alors, le dernier projet dont je voulais parler, alors c'est un projet tout récent, là, j'allais dire. Donc, en fait, on l'a eu en mars. Non, on l'a eu. Il a commencé, voilà, c'est marqué. Hein. Il a commencé en avril 2020. Alors, c'est le projet Counter. Alors là, ce projet, le but, c'est quoi? C'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de détecter des communautés à risque de radicalisation sur les réseaux sociaux pour essayer de prévenir, de mettre en place des actions de prévention. Donc ici, c'est pas d'identifier des individus, d'accord, ou un message précis, c'est vraiment d'essayer de voir, de mettre ensemble différents facteurs. Donc ça va être le style des messages, donc on va retrouver sur des choses textuelles, mais aussi des catégories socio-économiques, des religions, enfin bon, plusieurs critères pour essayer de détecter des communautés. Alors là aussi, dans ce projet, on retrouve des sociologues, des gens des services de renseignement. Il n'y a pas il n'y a pas de société civile dans ce projet. Et puis des gens qui font de l'IA aussi bien en texte qu'en image. Donc en gros, vous voyez, c'est essayer de détecter ces populations, ces communautés. Donc, il va y avoir différentes choses pour ça. Donc, il va y avoir la préparation des données. Ça, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses là-dessus, rien du tout même. Il y a toute la partie NLP, donc texte. Et puis après, il y a toute la partie contextualisation. Donc, ça va utiliser aussi, là, pour le coup, par rapport aux autres projets, on va essayer d'utiliser des images. On va essayer de faire des analyses des réseaux sociaux, mais pour le coup,
du graphe des réseaux sociaux, des choses comme qui c'est qui retweet quelque chose, qui c'est qui aime particulièrement ça et tout. Voilà, donc je vais passer un petit peu vite parce que d'abord le projet il commence et puis je voudrais juste avoir un peu de temps pour vous parler rapidement d'autres choses. Voilà, donc là, simplement pour ce qui est de l'analyse linguistique, donc on a utilisé du transfer learning. En fait, là, aujourd'hui, dans ce projet, une des difficultés qu'on a, et c'est une difficulté, enfin, je reviendrai là-dessus, mais sur ce type de projet aussi, c'est d'avoir des données. Parce que il faut avoir des données. Et puis, avoir des données, c'est compliqué sur ces thématiques qui sont un peu sensibles. Et d'autre part, c'est aussi compliqué d'annoter ces données, parce que tout à l'heure, dans le premier projet, je vous ai montré que, OK, on avait une série d'indicateurs, on avait une série de concepts et tout, pour une application particulière, mais comment vous notez un message radicalisé? Ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, c'est vraiment des questions qu'on se pose souvent. Voilà, et donc là, c'est ce que je disais, c'est l'image. Alors, du coup, du point de vue linguistique, qu'est-ce qu'on fait? On va détecter ce qu'on appelle des semantic change. Alors ça, c'est l'équipe Almanach d'INRIA qui travaille là-dessus. Semantic change, ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, un mot, tout d'un coup, il a un changement sémantique dans l'utilisation qu'on en fait. Donc, ils font des essais là-dessus. Aujourd'hui, on travaille, faute de données, sur des données qui sont des données sur le hooliganisme, parce qu'elles existent dans différentes langues, elles sont annotées, et on essaye de faire du transfer learning sur d'autres sujets de radicalisation pour voir si ça marche. Et donc, on travaille au niveau du tweet, c'est ce que je disais, et aussi au niveau du tweet média, donc ça va être au niveau de l'image, et ça va être aussi au niveau de tous les liens que les gens ont entre eux dans les réseaux sociaux, pour arriver à voir s'il y a quelque chose, s'il n'y a pas un glissement à un moment, je ne sais pas moi, les gens qui étaient ensemble et qui parlaient de tel truc, tout d'un coup, il y a une partie de ces gens-là qui ont fait une sous-communauté, ils se mettent à parler d'autres choses. Voilà, on essaye de prendre tout ce qu'on peut pour détecter ces communautés. Voilà. Donc là, je vous ai donné quelques exemples, mais bien sûr, il y a plein d'autres projets maintenant qui se font là-dessus. Et puis, en général, le traitement du langage naturel, mais l'intelligence artificielle peut aider à plein de choses. Ça peut être, je sais pas, je parlais de traitement d'image. Là, on a un projet autour des... Donc, il y a pas mal de projets chez INRIA autour de la détection des fake news. Il y a aussi la détection des deepfakes, donc la manipulation de visage sur des images. Ça peut être aussi... Enfin, il y a vraiment... Je veux dire, bon, là, j'en ai mis quelques-unes, mais vous avez beaucoup de technologies qui peuvent aider à comprendre des choses et puis faire en sorte d'essayer. On ne peut pas faire énormément de choses, mais essayer un petit peu de comprendre ces discours et puis de faire en sorte de les prévenir. Alors, l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire, etc. Mais bon, il ne faut pas oublier aussi que ça peut être terrible. Et ça peut être terrible, donc ça peut pousser ce type de contenu encore plus fort sur les réseaux. Alors là, on revient au début sur la chambre d'écho, mais cette chambre d'écho, c'est pas juste parce que vous laissez les gens dire ce qu'ils veulent, c'est aussi les algorithmes que vous utilisez. Alors des fois, ça peut être fait, j'allais dire à bon escient, mais c'est pas tellement bon escient. Donc, par exemple, si on prend des algorithmes qui décident de quel contenu mettre en avant en fonction de la popularité, d'accord? Donc, comme c'est le cas avec Facebook, et il y a eu toutes ces histoires récemment, là, avec la lanceuse d'alerte. Donc, OK, là, c'est un choix de donner plus d'importance à des sujets populaires, et donc ça veut dire que les choses les plus folles peuvent arriver en avant. Après, des fois, c'est pas fait du tout exprès. Par exemple, si vous prenez le cas des vidéos sur YouTube, il y a quelque chose qui peut paraître tout à fait naturel, de se dire qu'on va donner plus d'importance à des vidéos qui sont vues jusqu'à la fin. Parce qu'on se dit, OK, si les gens restent sur cette vidéo jusqu'à la fin, c'est qu'elle doit être bien, que ses contenus sont intéressants. Mais là aussi, un effet pervers, c'est que des vidéos extrémistes sont regardées jusqu'à la fin par des gens qui sont assez extrémistes. Et du coup, ces vidéos extrêmement extrémistes et violentes se retrouvent en première position. Donc, c'est juste dire, OK, on peut faire des choses, mais on peut faire des choses qui font beaucoup de mal aussi.
Voilà, donc pour terminer, je voudrais juste parler de justement la mission sécurité-défense dont je m'occupe. Alors, ça a commencé comment? Il y a le COP, hein, vous devez tous connaître, tout le monde a un COP, un contrat d'objectifs et performance avec l'État, dans lequel il est stipulé que INRIA s'engage à soutenir des politiques gouvernementales pour soutenir la souveraineté et la stratégie, l'autonomie de la France et de l'Europe. OK. Alors bon, c'est pas que le domaine de la défense et de la sécurité, mais le domaine de la défense et sécurité, ça en fait partie. Mais bon, par exemple, on est engagé dans plein de choses par rapport à l'éducation, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la médecine, par rapport à l'environnement. Voilà. Bon, par exemple, soutien aux politiques publiques. J'espère que vous avez tous sur vos téléphones, tous anti-Covid. Donc, INRIA a été beaucoup impliqué dans Stop tous anti-Covid. Voilà. Et donc, l'autre partie, c'est la partie sécurité et défense. Alors, l'idée, c'est vraiment de se baser sur les technologies duales, en fait, même sur les algorithmes, d'accord, qui peuvent servir à différentes choses et qui sont développés dans les différentes équipes projets communes. Et puis aussi de voir, de proposer de nouvelles façons de faire. Donc ça, pourquoi? Justement, si on veut aider à des politiques publiques, il faut faire en sorte de répondre à des besoins, de répondre de façon plus rapide à certains besoins de certains ministères. Donc ça va vouloir dire de réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir comme service. C'est pour ça que Tous Anti-Covid, c'est un bon exemple, plutôt qu'en termes de sujet de recherche. Parce que ça, on sait très bien faire. Il y a déjà des équipes qui font ça. Donc ça marche bien et il n'est pas question de le changer. Et puis donc de partir du problème pour proposer des solutions. Voilà. Et puis essayer de penser un petit peu à ces liens entre recherche, développement, besoins, développement de techno et tout. Alors là, je veux juste te dire une chose. Donc, je disais que c'était proposer de nouvelles façons. Alors, c'est peut-être mon expérience du privé, mais je trouve que souvent, on dit, OK, il y a un algo, ça c'est super, il marche bien. On va l'appliquer au problème de détection de la radicalisation ou, je sais pas, analyse des dossiers patients, ce que vous voulez. Il suffit de mettre un ingénieur qui va travailler dessus, ça va très bien se passer. En fait, c'est pas l'expérience que j'ai. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir un département qui fasse le lien entre les équipes de recherche et qui prennent les algos qui peuvent aider et puis qui les adaptent à un besoin particulier. Voilà. Voilà. Et puis, on fait des projets européens, comme vous avez vu, en commun avec les équipes. Alors, on a commencé à se focaliser sur la cybersécurité et puis sur ces histoires d'influence, de radicalisation, de décision. Après, on fait d'autres choses aussi, mais je suis arrivée le 16 mars 2020, date mémorable. Et j'étais toute seule, du coup, il fallait bien commencer par un bout. On fait de la multidisciplinarité, la dualité. Alors, la seule chose dont je voulais encore parler, parce que j'ai plus de temps là, c'est ce qu'on a mis en place, c'est aussi comment faire. Je me suis dit comment faire pour capturer les besoins. C'est super compliqué de capturer les besoins, je trouve. Alors, je ne dis pas que c'est une solution extraordinaire, mais je trouve que c'est une solution originale parce que jusqu'à présent, les besoins, ça va être, on met des gens, des industriels ou, je ne sais pas, des institutionnels qui arrivent avec des diapos comme moi, là, et puis qui vous expliquent les besoins, je ne sais pas, des associations qui travaillent avec les jeunes et tout. Et puis nous, les chercheurs, on est là, on leur explique toutes les recherches qu'on fait. Mais beaucoup de temps pour qu'on se comprenne. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle l'Intel Lab. En gros, c'est comme un jeu sérieux. Donc, vous venez, on fait des équipes de chercheurs publics, industrie, tout ça, et on les met dans la peau d'un analyste du renseignement. Et donc, voilà, pendant une journée, on vous dit, voilà, vous avez telle mission à faire, etc., avec l'idée que vous imaginiez des solutions qui peuvent aider ces gens-là. Et les données qu'il y a à l'intérieur, c'est des données, alors là, parce que je le disais tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir des données dans ces domaines-là, qui ont été créées par des gens des services de renseignement, avec des gens, des universitaires en géopolitique, des historiens, et qui sont tout un scénario
D'accord, donc ils ont inventé des pays qui s'appellent Wheatland, etc. Et puis on vous explique la situation politique de ce pays, on vous a créé des faux bulletins de renseignement et tout, et puis on vous a donné une mission, et à partir de là, vous devez répondre à cette mission. Cette mission, c'est du genre, dites-moi s'il y a un risque d'embarrassement entre le Wheatland et le Garyland, voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir encore plus de scénarios sur différentes thématiques, tout ça. Donc si vous voulez venir jouer avec nous, c'est à Rocancourt, et puis il y a une adresse, et puis voilà. Voilà, donc en gros, pour conclure, cette présentation, c'était vraiment pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que la recherche peut apporter ou peut aider en termes de problèmes sociétaux, et plus particulièrement radicalisation, influence, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, insister sur cette notion de multidisciplinarité, avec mettre ensemble, faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas là forcément l'habitude de travailler ensemble, proposer des nouvelles façons de capturer les besoins, et puis les données, j'ai pas eu beaucoup le temps d'en parler, mais c'est un vrai problème. Donc comment générer des données, enfin c'est des choses qu'on est en train de regarder. Là vous aurez les références des 3 projets dont je vous ai parlé, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très riche et très plein de réflexions possibles de cette présentation. On va passer aux questions. Christine. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante qui revient sur des enjeux sociétaux très importants et qui essaye de montrer comment effectivement l'IA peut venir rencontrer ces enjeux sociétaux et y répondre. Il se trouve qu'hier, on a eu un autre talk également très intéressant qui abordait les problématiques de privacy. Aujourd'hui, on en a un qui est au cœur des thématiques de démocratie, de transparency. Je trouve que c'est des sujets sur lesquels je travaille aussi un petit peu, et notamment sur les problématiques de polarisation. Comment voir qu'un individu est en train de se polariser. Donc, on a aussi le même type de problème. On essaye de résoudre. Et en tant que chercheur, quand je travaille sur ces questions, les méthodes qu'on met en place, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elles pourraient être aussi utilisées à des fins complètement opposées à celles qu'on essaye de valoriser. Et du coup, est-ce que c'est la position du chercheur? Est-ce que c'est le devoir du chercheur de se poser ces questions? Est-ce qu'on peut imaginer, dans les méthodes qu'on conçoit, d'avoir des garde-fous? Voilà, j'aimerais bien avoir un retour sur cette question que je me pose moi-même et pour laquelle j'ai malheureusement pas de réponse. Moi non plus, j'ai pas de réponse. Alors moi, la réponse que je fais, peut-être pour me donner bonne conscience, c'est que je me dis que oui, enfin, il vaut mieux mettre le nez là-dedans pour justement éviter les dérives. Alors maintenant, comment je pourrais faire pour éviter les dérives, ça, j'en sais rien. Mais juste pas regarder le problème parce que effectivement, les mêmes méthodes, comme tu dis, les mêmes méthodes qu'on développe, elles peuvent servir à faire des choses beaucoup moins sympathiques. Mais bon, alors, j'ai quand même une autre réponse. Chez INRIA, on travaille, donc il y a, avec le ministère de l'Intérieur, il y a la sécurité des JO 2024. Voilà. Et donc, on est dans des groupes de travail sur les expérimentations. Et dans ce groupe de travail sur les expérimentations, ça traite notamment de traitement d'images et donc ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Alors ça va être effectivement traitement d'image pour repérer qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un comportement anormal, la détection de mouvements de foule et tout, sans faire de la biométrie, etc. Et donc nous, on est là à 2 titres, donc sur ces aspects traitement d'image, où dans ce groupe, on dit attention, on va essayer de trouver des solutions qui n'utilisent pas. Alors la loi déjà l'interdit, du coup c'est un garde-fou, mais ou des solutions qui n'utilisent pas la biométrie. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà. Et on y est aussi pour la partie éthique. Donc rappeler aux gens ce qui est, voilà. Ils sont assez bien au courant d'ailleurs de ces choses-là. Mais pour ça, c'est un bout de réponse à ta question. Donc on participe à ces groupes en essayant de faire en sorte que nos technos elles soient utilisées pour le meilleur et pas pour le pire, quoi.
Peggy, tu veux poser ta question ou je pose pour toi? Je peux poser ma question, vous m'entendez bien? Vas-y. Bonjour Frédéric. Bonjour. Peggy. J'ai une petite question sur le projet 1. C'était juste pour savoir comment est-ce que vous avez pu évaluer l'efficacité des événements que vous avez extraits? Est-ce que vous avez eu des retours, des success stories en fait autour de ce que vous avez pu extraire? C'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était sur la fin de ton exposé, c'était quand tu parlais des scénarios. Vous disiez que vous mettiez des gens dans des situations pour imaginer des scénarios. Et alors là, c'est juste une question pour moi. Est-ce que ça a un lien avec ce qu'ils ont fait à l'armée avec la Red Team? Tu sais, là où ils imaginent ils ont pris des auteurs de science-fiction, tout ça, pour essayer d'imaginer les scénarios possibles par rapport à la sécurité. Et voilà, pour après se préparer à ce genre d'attaque possible. Voilà. C'était mes deux petites questions. Ok, merci. Alors pour la première question, en fait, sur la détection d'événements, on a fait une évaluation, mais vraiment sur la tâche de détection d'événements elle-même. Voilà, du coup, ça, je pourrais t'envoyer les résultats. On n'a pas fait ça par rapport au lien avec les indicateurs, parce que c'était vraiment quelque chose qu'on faisait en plus. Par contre, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, j'élargis ta question, hein, c'est comment on fait pour évaluer l'impact qu'on a sur ces choses-là. Ça, c'est super compliqué, quoi. Et si je peux, là, je peux quand même raconter une histoire. Ce projet m'avait beaucoup marqué parce qu'on devait construire des contre-discours, donc je l'ai dit, hein, qui fonctionnent. Et en fait, ce projet a été pris pour cible par des groupes de pression d'extrême droite au Parlement européen qui a dit, regardez, la communauté européenne finance des projets qui poussent les jeunes à partir en Syrie parce que justement le discours qui était proposé essayait d'être différent. Donc la Commission européenne savait très bien que ce n'était pas le cas, mais du coup c'était intéressant parce qu'ils m'ont appelé en disant c'est n'importe quoi, mais il faut que vous nous aidiez, quoi. Donc voilà, c'est l'impact. C'est compliqué ces questions-là, c'est vraiment compliqué. Pour répondre à ta deuxième question, alors oui, tout à fait. Alors, j'allais dire oui et non, c'est une autre approche, parce que comme tu l'as dit, les gens de la Red Team, donc c'est comme l'a dit Peggy, hein, ça a été mis en place par le ministère des Armées pour imaginer les guerres du futur, et c'est un groupe de gens qui sont des auteurs de science-fiction et qui imaginent qu'est-ce que ça pourrait être, les conflits du futur, pour essayer de s'y préparer. Alors là, c'est un peu différent puisque les gens qui y sont impliqués, c'est un métier très particulier, hein, déjà, et puis c'est des gens qui sont spécialistes. C'est pas des auteurs de science-fiction, hein, c'est quelqu'un en particulier qui est conseiller pour Laurence, qui a fait ça toute sa vie et donc qui connaît le métier et puis qui réplique les process, quoi, et essaye de coller vraiment au métier plutôt que d'imaginer qu'est-ce qui va se passer après. Ceci étant, la Red Team va venir jouer sur la plateforme, je ne sais plus, en février ou mars, et l'idée, ce serait de développer des scénarios avec eux. Voilà. Merci Frédéric. C'était intéressant en tout cas. Merci pour ton exposé. Oui, merci pour l'exposé. Alors, j'aurais une question justement pour revenir sur la question d'indicateurs et justement le statut de ces indicateurs. C'est-à-dire que de plus en plus dans les représentations, les indicateurs, le matériau textuel a quand même la vertu de pouvoir analyser, apporter un côté explicatif. Mais est-ce que justement on pourrait pas l'utiliser de deux manières, c'est-à-dire l'indicateur en termes d'éléments de prédiction et l'indicateur en termes d'explicabilité pour identifier. Est-ce qu'il n'y a pas justement deux statuts d'indicateurs à considérer maintenant pour les différents travaux que l'on mène, surtout avec l'IA qui est de plus en plus important et prend une place de plus en plus importante. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est une bonne. J'avais jamais pensé parce que nous, on l'utilise là vraiment pour la prédiction, quoi. Mais effectivement, c'est une piste. Merci, c'est une piste à creuser. Ouais. Oui, merci Christine pour ton exposé. Moi, j'ai une question sur la multimodalité des données. J'ai vu à un moment sur ton slide que les émoticônes étaient traduits en texte, mais globalement, en fait, vous travaillez sur du texte, et puis même la structure aussi de la grammaire, les règles, en fait, on révèle une certaine façon de disposer le texte. En fait, ma question elle a à voir avec comment ces différents types de données, en tout cas, se nourrissent et comment ils sont combinés. Tu vois, par exemple, tu as parlé de la topologie du réseau. Et historiquement, il y a eu beaucoup de travaux sur la topologie sans qu'on utilise les métadonnées.
Et historiquement, il y a beaucoup de travaux sur le texte sans qu'on utilise la topologie. Voilà, je veux dire, voilà, globalement, comment on prend ces différents types et on les combine? Alors, je n'ai pas la réponse absolue, hein, mais ce que je peux dire, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, une façon de faire, alors je l'ai dit là, pour les emojis, pour les hashtags, etc., ça va être de les traduire en langage naturel pour justement les intégrer de façon plus facile. Après, pour tout ce qui est parcours de graphe, ça peut être que, comme je disais tout à l'heure, on va avoir un graphe de réseau social, donc de relations entre les gens. Et puis, tout d'un coup, ce graphe va changer. Alors, l'aspect langage naturel, c'est ce graphe va changer. Donc, je ne sais pas, il y a 2 types qui faisaient partie ou 2 filles qui faisaient partie de ce graphe. Hop, ils vont se rattacher à une autre communauté. On essaye de voir de quoi parle cette communauté. Donc, je parlais de changement sémantique. Tu vois, ça peut être aussi mettre... voilà, donc ça c'est un exemple, par exemple. Mais c'est vraiment un sujet d'étude aujourd'hui. Comment intégrer ça? Ça peut être aussi de faire de l'analyse des vidéos qui sont souvent sous Twitter associées à des textes courts, mais qui sont aussi des choses de propagande, de faire de la transcription du speech dans ces vidéos pour se servir de base de texte. Enfin bon, voilà. Alors, j'ai une petite annonce avant quelques questions encore. Pour ceux qui sont à la session de défi, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de Nicolas Labroche pour commencer à récupérer vos présentations? Je passe la parole à Guy pour une question. Je pensais que je n'allais pas avoir ma question. C'est un super talk, Frédéric, c'est une super recherche. Moi, je candidate. Mais ça me ramène des années en arrière. Tu sais, j'ai pas le choix, hein, il peut m'arriver que ça. Mais quand la visualisation est apparue comme une solution potentielle, c'était suite aux attentats de 2001, et puis on a déclenché tout le mouvement de Visual Analytics. Tu dois te souvenir de tout ça. Et on misait beaucoup sur la visu, et je pense qu'on a avancé, mais on était peut-être la visu à elle seule, en tout cas, n'apportait pas ce qu'il fallait à l'utilisateur. On prétendait pouvoir amplifier la cognition humaine, mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Et puis, on était des années avant ce que l'IA fait aujourd'hui. Je pense que là, il y a vraiment, on seconde vraiment la cognition humaine. Et c'est ma question, en fait. Tu ne nous dis pas beaucoup combien est-ce que il y a un travail humain derrière tout ça qui vient valider ce que les algorithmes apportent. Ça me semble essentiel. Je pense que la pluridisciplinarité, elle est là pour ça. Et ça serait intéressant peut-être que tu nous en dises un peu plus, pour voir parce que dans les pipelines que tu nous montres, c'est très focalisé IT. Tu parles à des gens de GC, tu occultes peut-être la partie IHM, mais j'ai l'impression que c'est fondamental. C'est tout à fait fondamental. Je vous remercie même, chers collègues, de m'avoir posé la question. Non, c'est très fondamental. D'ailleurs, c'était dans ma liste de technologies qui sont utiles. Et aujourd'hui, pour la prise de décision, c'est clair. Donc, ce qu'on peut faire avec les technologies que j'ai présentées là, ça va être fait un filtrage, mais pour, par exemple, oui, de la prise de décision. Mais après, il va falloir arriver à montrer ces données pour que la prise de décision soit facile. Et ça, c'est compliqué. Parce que tu ne vas pas avoir plusieurs décisions possibles, hein. Même si tu en as beaucoup moins, parce que tu as déjà fait un tri, tu proposes 3 solutions. Ça fait aussi partie un peu, c'est relié à l'explicabilité, hein. C'est-à-dire que dans ta visualisation, il va falloir dire, OK, si tu prends cette décision, c'est parce qu'il y a ça, ça et ça porte à cette décision-là. À toi de voir les conséquences. Enfin, voilà, c'est vraiment un vrai problème. Et alors, si je peux aussi continuer là-dessus, vous en avez peut-être tous entendu parler, mais on a beaucoup entendu parler de cette plateforme pour les services de renseignement qui a été achetée par le ministère de l'Intérieur, cette plateforme américaine qui s'appelle Palantir. Donc ça fait fantasmer tout le monde, etc. Donc moi, je n'ai pas essayé cette plateforme, hein, parce que bien sûr, personne ne l'a essayé, mais j'ai regardé sur Internet ce qu'ils faisaient. Donc moi, il me semble que cette plateforme, ils ont été super forts au niveau de la fusion des données hétérogènes provenant de différents systèmes d'information. Après, toute la partie analyse, filtrage, etc., ils peuvent plugger les outils qu'ils veulent. Mais par contre, à la fin, ils ont été aussi super forts sur la partie interface au sens facile à manipuler par des gens qui ne connaissent pas bien et qui ne sont pas informaticiens, mais aussi comment ils te présentent les données, quoi. Et ça fait toute la différence. Et une des grosses thématiques
sur ces problématiques-là, c'est la prise de décision et ça, c'est fondamental, quoi. La partie annotation, ouais, si, mais annotation. Non, c'est pas que machine, oui. Alors, j'ai une toute petite dernière question. En fait, je me la suis posée par rapport au projet CRIP, dans lequel j'ai compris que les données avaient été apprises sur des données Twitter. Ouais. Et par rapport à de harcèlement, je ne suis pas sûr que ce soit le média le plus orienté sur le harcèlement par rapport à d'autres médias, notamment le harcèlement scolaire sur d'autres médias. Et je me demande quelle est la transférabilité finalement des données apprises sur Twitter sur d'autres médias, sur d'autres réseaux sociaux. Oui. Alors ça, moi je ne peux pas répondre parce que je sais pas, mais je suis assez d'accord. Alors je peux quand même répondre une chose. Alors pourquoi ils ont travaillé sur Twitter? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est ce problème d'accessibilité des données. Voilà, donc ils ont pris, il y avait ces données qui avaient été annotées sur ces problèmes-là, etc. Pour la transférabilité, je l'ai un petit peu dit, mais là dans Counter, on travaille sur le hooliganisme et puis on se dit hop, on va faire du transfer learning, ça va bien se passer. Honnêtement, pour l'instant, ça se passe pas si bien que ça, quoi. Les résultats sont pas si bons, quoi. Voilà. Alors, je vous remercie encore. Je pense qu'on peut très fortement applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup.